Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Je m'appelle Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors aujourd'hui c'est l'épisode 45, on est le 15 mars 2022 et je l'ai intitulé donc J'ai peur de m'engager, pourquoi s'engager, ce que ça veut dire. On va parler de l'engagement, quelque chose qui peut faire peur, qui peut être compliqué, qui est pas toujours facile à gérer et on se comprend pas toujours comment ça marche. Donc ensemble on va essayer de voir un outil pour essayer un peu de clarifier un peu les choses, pour que tu puisses avancer dessus. Et voilà, c'est une bonne base. C'est une bonne base. Et mon premier point, en fait, c'était que, un peu en introduction, c'était qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de partenaires qui ont du mal à s'engager ou qui trouvent que l'autre ne s'engage pas assez dans la relation. C'est un reproche qui est assez courant. Soit c'est nous et on est là et j'ai un peu peur de faire ci, j'ai un peu peur de faire ça, et si on achetait une maison, et si on faisait des enfants, et si on crée ce truc et machin, et où on sent que l'autre est sur le frein, quoi. Quand c'est le moment d'avancer, de vivre à deux, il y a un peu, on freine des deux pieds, quoi. On sent que l'autre freine des deux pieds, et c'est un peu compliqué. En fait, on peut voir, souvent on parle de la peur de s'engager, on parle pas de nuance, en fait. C'est un peu comme si, voilà, soit on a peur de s'engager, soit on n'a pas peur de s'engager. Et moi, mon expérience, ma vision des choses, c'est un peu plus subtil. C'est-à-dire que souvent, on a peur de s'engager jusqu'à un certain niveau. Alors, je prends un exemple un peu simple des fois, pour rappeler quand on avait 5 ans, la première fois qu'on était amoureux, faire un bisou, tenir la main et le dire à notre amoureuse ou à notre amoureux, c'était compliqué, quoi. Et puis après, on a eu 15 ans, puis après, c'était avoir notre première petite amie qui était compliqué, ou notre premier petit copain. Et ensuite, on a éventuellement couché ensemble, éventuellement vivre ensemble. Et à chaque fois, on a eu, au long de notre vie d'adulte, que ce soit le mariage, soit les enfants, que ce soit des choses en commun, on a eu des peurs de s'engager. Et en fait, à chaque fois, le niveau d'avant était un peu plus facile. C'est quelque chose qu'on a déjà fait avec quelqu'un. Embrasser quelqu'un, quand tu l'as fait dans 3 relations, voilà, c'est pas non plus... c'est pas si compliqué que ça en général, à moins que ça se passe très mal plusieurs fois de suite, c'est un peu l'exception à ça, on va dire. Quand ça se passe très mal plusieurs fois de suite, des fois on est justement encore un peu traumatisé, on a un peu peur de le refaire. Mais en général, quand ça se passe bien, quand on a des belles relations, on est content de se réengager aussi vite, aussi loin, assez facilement. Et il faut comprendre que l'engagement, en fait, c'est l'un des 2 piliers du couple, d'après le travail du Dr Gottman, qui est un peu une référence aux États-Unis en termes de couple. Ça fait 40 ans qu'il fait des recherches, il a coécrit 40 livres, il a écrit 200 papiers, ou a été co-auteur sur 200 papiers, il a créé une thérapie, il a créé un institut, c'est un grand monsieur de la thérapie de couple aux États-Unis, il est renommé et respecté pour ça, et pour lui, les fondations du couple, c'est l'engagement et la confiance, en fait. C'est les 2 piliers avec lesquels on peut construire le reste de la relation. C'est pas tout, bien sûr, il y a d'autres choses, mais sans ça, on peut pas construire une relation saine. Donc, avant de commencer un peu l'épisode aujourd'hui, d'aller un peu te parler aller un peu plus dans le vif du sujet, je voulais te demander, t'en es où, toi, avec l'engagement? C'est où tes peurs? C'est quoi? Si tu écoutes le podcast en essayant de réfléchir un peu aussi à toi où tu en es, ce qui est là pour toi, tes peurs, comme je te demandais il y a 2 secondes, ou tes angoisses, ou ce qui se passe dans ta relation avec ton partenaire, aussi ta partenaire. Ça peut être intéressant d'écouter le podcast en ayant pris le temps, 2 secondes, 10 secondes, 2 minutes pour amener ça un peu sur l'avant et le mettre en tête, entre guillemets. Et donc aujourd'hui, on va voir la notion d'engagement un peu sous un autre angle. L'idée, c'est de te donner un outil qui va t'aider à comprendre, en fait, ce qui bloque et ce qui fait peur au niveau de l'engagement. Donc, une fois que tu auras compris, on va dire ça va te permettre peut-être d'agir, peut-être d'en parler, peut-être de faire des changements. Parce que le problème, souvent, dans l'engagement, c'est qu'on reçoit juste cette peur, on voit qu'on freine, on sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment, etc. Et on a du mal. Mais on comprend pas trop ce qui se joue. Donc là, l'idée de l'outil d'aujourd'hui que je veux partager avec toi, c'est un peu de démêler tout ça. Et donc, on va parler de différents types d'engagement. On va les diviser en 6. On va dire qu'il y a 6 différents types d'engagement. Et en fait, donc chaque type d'engagement, déjà, ça nous permet d'avoir un peu plus de nuances et pas juste de dire que j'ai peur de m'engager, oui, non, et il a peur de s'engager, oui, non, elle a peur de s'engager, oui, non. Tu vois, ça nous donne déjà des nuances, et il faut comprendre que dans chaque type d'engagement, c'est comme un oignon, ou c'est comme une échelle, il y a plusieurs niveaux, quoi, il y a plusieurs couches, dans le premier engagement, c'est l'engagement de la relation, je vais en parler dans une seconde, mais on peut avoir un peu peur de s'engager, beaucoup peur de s'engager, etc. On peut avoir peur de s'engager très tôt ou très tard, on va dire sur cette échelle-là de 0 à 100, ou
on se tient la main on vit ensemble jusqu'à la fin de sa vie et tout ce qu'il y a au milieu, on va dire, quelle que soit l'échelle qui te parle, le référentiel qui te parle vis-à-vis de ça. Il faut comprendre que dans chaque type d'engagement, voilà, il y a une échelle, il y a un degré d'intensité, peut-être il y a différents niveaux. Donc c'est pas noir ou blanc, c'est nuancé. Donc on va commencer avec le premier type d'engagement, donc ce que j'ai appelé l'engagement de relation. Donc là, c'est simplement comprendre quelle relation tu veux et ensuite comment tu t'engages dedans. On va prendre un modèle de Laurent Martinez que j'aime beaucoup, qui est assez simple. Pour lui, il y a 3 types de relations. Il y a les relations légères, on va dire, avec très peu d'engagement, qu'il appelle le libertinage, mais c'est pas le libertinage comme nous on entend quelqu'un qui est libertin, c'est les coups d'un soir, c'est les relations sans lendemain, c'est les relations très décousues, etc., on a peu d'engagement, on sait pas trop ce qu'on veut, on est plus là pour s'amuser, voilà, on n'a pas trop de responsabilité vis-à-vis de l'un de l'autre, ça peut être 2 personnes ensemble, il n'y a pas besoin qu'il y ait plusieurs personnes impliquées, ça peut être une sorte de polyamour. Moi, je vais utiliser ce mot-là un peu plus tard pour autre chose, je vais t'expliquer ça dans une seconde. Mais voilà, il y a la première type de relation, c'est un peu les relations légères sans engagement. Donc déjà, c'est te dire, est-ce que c'est ce que tu veux? Ensuite, le deuxième type de relation, c'est le couple exclusif. Donc là, c'est vraiment le projet de vie à deux, le vivre à deux, s'engager dans une relation de couple. C'est pas on se voit une fois tous les 15 jours, on couche ensemble, on s'amuse. Là, on est dans le libertinage quand on fait ça. Quand on est dans le couple, dans ce système-là de cet outil-là que je partage, on est vraiment dans la création d'une relation à deux. Donc là, il y a de l'engagement. Il y a vraiment, on se tourne vers l'autre, on cherche à créer quelque chose. Ça peut être une famille, ça peut être un projet. On va chercher peut-être à rentrer dans la vie de l'autre rapidement. On va apprendre à connaître ses amis, sa famille, et inversement, ils vont connaître les nôtres, etc. Et on va vraiment rentrer dans ce couple à deux et voir si on arrive à créer un couple avec cette envie de créer un couple. Et la troisième option, donc le troisième engagement de relation, on va dire, la troisième option de s'engager, c'est le polyamour. Donc le polyamour, c'est juste plusieurs couples à la fois. Et ça veut dire en toute transparence, ça veut dire aussi avec un engagement profond et important dans la création de différentes relations, en fait. Donc quelqu'un qui a juste plusieurs partenaires sexuels sans engagement, dans cet outil-là, on va le mettre plus dans le libertinage, dans la légèreté. Et quelqu'un qui a 4 couples ou 3 couples, j'en sais rien, il va rentrer un peu plus dans le polyamour. Donc c'est juste un outil pour un peu différencier les choses, il y a des nuances, peut-être quelque chose qui te parle pas, mais essaie de voir en fait que quand tu t'engages dans une relation, il faut déjà savoir quel type de relation tu veux créer. C'est là où on essaie d'aller, avec 2 outils, donc les différents types d'engagement et puis les 3 types de relations. Donc est-ce que tu veux de la légèreté dans ta relation? Dans ce cas-là, on va dire que c'est du libertinage entre guillemets. Est-ce que tu veux un couple ou est-ce que tu veux du polyamour, plusieurs couples? Et déjà, définir ça, ça va te permettre de savoir comment avancer, en fait. Tu vas dire, ok, je sors d'une relation, j'ai une rupture un peu difficile, je suis pas prêt à me réengager, je suis pas prêt à revivre le couple. Ok, je suis dans la case libertinage, ça veut dire que je vais essayer de vivre des relations plus légères, en m'accrochant moins, tout en travaillant sur moi, le temps de me remettre, et éventuellement, soit rester là-dedans si ça me correspond, soit aller vers le couple si ça me correspond plus tard, sachant qu'il n'y a pas mieux ou moins bien, c'est pas une échelle où libertinage c'est moins bien que couple, et couple c'est moins bien que polyamour, non pas du tout, c'est chacun vit ce qu'il veut, quand il veut en fait, et c'est ça qui est important, c'est que toi tu sois clair avec ce que tu veux, que tu sois dans le libertinage, le polyamour, le couple, on s'en fiche, moi je m'en fiche, c'est pour toi, et pour les gens que tu vas rencontrer, avec qui tu vas aller voir, et tu vas commencer à flirter, peut-être à discuter, etc. Tu dis, moi voilà, je cherche ça dans ma vie. Je cherche à vivre le polyamour, je cherche à vivre le couple, je cherche à vivre des relations un peu légères, sans trop d'engagement, avec très peu de lendemain ou pas du tout, etc. Donc c'est définir, toi, ce que tu veux comme relation, ton engagement de relation, dans cette premier type d'engagement, et ensuite, après, ce sera... la nuance, elle va être, oui, à quel point tu t'engages. Si tu te lances en couple, est-ce que tu habites ensemble tout de suite? Est-ce que tu attends 6 mois? Est-ce que tu attends 1 an? À quelle vitesse tu fais les choses? À quelle vitesse tu passes les étapes, etc. Sachant que si tu veux vivre à 2, la recommandation, ou à plusieurs couples, recommandation, c'est pas nécessairement de prendre le temps, c'est aussi de passer les étapes. Voilà, c'est d'y aller, quoi. Si tu veux te mettre en couple, vas-y, fonce. Si la personne avec toi veut être en couple, si tous les deux vous voulez vraiment être un couple, il n'y a pas de raison de faire du dating pendant 6 mois ou 1 an et d'attendre de se voir une fois par mois et de voir si ça, autant y aller, quoi. Autant s'engager, aller vivre 2 jours chez l'un, 2 jours chez l'autre, 1 semaine chez l'un, 1 semaine chez l'autre, et puis avancer, quoi.
Donc ça, c'est le premier type d'engagement, de relation. Donc je te rappelle qu'il y a libertinage, couple, polyamour, on a fait le tour, et c'est à toi de voir où tu veux t'engager. Le deuxième type d'engagement, c'est l'engagement émotionnel. Donc là, j'en parlais un peu au début du podcast, c'est difficile de s'engager quand on a été blessé dans le passé avec l'émotionnel. C'est-à-dire que plus on est blessé, plus on a du mal à se remettre dans l'émotionnel. Donc ça peut faire assez peur en fait de s'engager émotionnellement, surtout qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on vit de plus en plus dans un monde où les gens ils ont peur de souffrir en fait. Et comme on sait pas bien faire les relations, comme on n'a peut-être pas encore beaucoup travaillé sur soi, on est dans la dépendance affective, t'es peut-être dans la dépendance affective, moi je sais que ça a été le cas longtemps dans mes relations, j'avais ce côté très dépendant où je m'accrochais vraiment à l'autre et dès que l'autre me rejetait, j'avais très mal, je souffrais, c'était dur, je tombais dans des phases assez dépressives, assez sombres, etc. J'avais vraiment ce côté cœur ouvert, très aimant, très amoureux très vite et je me faisais un peu repousser, un peu mettre en friend zone, un peu voilà, j'étais trop intense, trop vite, c'est parce que j'avais cette dépendance affective qui était là et je le vivais très mal et petit à petit en fait, j'ai eu une période de ma vie où je suis resté célibataire pendant longtemps parce que je me suis complètement refermé en fait, je me suis tellement blessé avec ma naïveté entre guillemets à y aller à cœur ouvert et à m'accrocher aux gens parce que j'en avais besoin à l'époque, c'était ma dépendance affective qui était vécue, on va dire. Que j'ai passé plusieurs années célibataire, quasiment 10 ans, pour vraiment, en fait, de me protéger et refermer plusieurs couches. Et là, ça fait maintenant 10 ans que je réouvre tout. C'est le travail inverse. Après avoir passé une période de ma vie à avoir tout fermé, c'est là où je réouvre tout et je me rends compte aussi de la beauté d'utiliser des outils quand on réouvre son cœur, quand on recrée des relations, quand on recrée un couple. Et c'est pour ça que j'ai créé le blog. C'est une fois que moi j'ai appliqué ces choses-là dans ma propre vie et j'ai vu l'impact que ça avait dans mes relations à moi, je me suis dit, en fait, pourquoi les autres gens, ils sont pas au courant de ça, en fait. Et donc, j'ai créé Graines de Cœur, j'ai créé le podcast En Amour pour vraiment partager tout ce que je croisais, tout ce que j'apprenais, tout ce que je lisais, tout ce que j'écoutais en interview, en podcast, etc. avec toi, pour que toi aussi, ça t'aide à avancer les étapes un peu plus vite, à soigner tes blessures et à pouvoir créer le couple qui te correspond, que ce soit un couple avec plus de légèreté, un couple sérieux, on va dire exclusif, ou un couple ou des couples polyamour, peu importe, mais que t'aies une résilience émotionnelle qui soit importante. Quand on est blessé, des fois, on a peur on pense ça va trop vite, etc. Il y a cette peur on évite de s'engager, on a peur que ça va trop vite. Et quelque chose qui est très courant aussi aujourd'hui, que je voulais mentionner, toujours dans cet engagement émotionnel, c'est notre manière à beaucoup de gens, en fait, moi y compris des fois, dans ma vie, j'ai eu des périodes comme ça, et des fois toujours un peu, et on va utiliser quelque chose, une sorte d'addiction, quelque chose de compulsif, pour un peu éviter notre vie, pour un peu pas faire face aux problèmes, à la réalité, à la relation, etc., etc. Il y en a c'est le travail, il y en a c'est le sport, il y en a c'est Facebook, il y en a c'est les jeux vidéo, il y en a c'est la drogue plus dure, il y en a c'est l'alcool, il y en a, enfin voilà, la spiritualité, on a tous à des moments en fait, des fois une sorte de fuite, des choses vers lesquelles on va se concentrer là-dessus, pour émotionnellement se désengager de la relation. C'est-à-dire qu'il y aura moins d'enjeux dans la relation parce qu'il y aura plus de distractions, il y aura plus d'obsession ailleurs. On va éviter ça. Donc c'est juste un point que je voulais poser comme ça pour que tu y réfléchisses, que tu vois si ça te parle ou pas, quelles sont tes fuites à toi, vers quoi tu te tournes pour fuir. Est-ce que quand tu es dans une relation où ça commence à être sérieux, tu retournes vers tes ex, par exemple, ou est-ce que quand tu as des problèmes de sexualité, tu vas dans le porno, ou est-ce que tu vas dans le sport excessif, etc., etc., quoi. Quelles sont tes fuites à toi? Ça peut être intéressant. Par contre, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est c'est indispensable d'avoir un engagement émotionnel si tu vas dans le couple, si tu veux former un couple, et pour maintenir la flamme de sentiment d'être amoureux, de joie, de sentiment d'agréable dans le couple vraiment, il faut de l'engagement émotionnel en fait, c'est indispensable. Et inversement, éventuellement, pour les gens qui veulent être dans le libertinage ou dans la liberté, il faut arriver à ne pas s'engager émotionnellement. Et c'est là où définir quelle relation tu veux, c'est important parce que ça va définir ton engagement émotionnel ensuite. Et ce que je voulais aussi mentionner, c'est de l'importance de, comme je te disais, pour pouvoir être plus à l'aise en fait dans cet engagement émotionnel, c'est soigner tes blessures, cultiver l'amour de toi, l'amour personnel, l'amour propre, travailler ton ancrage, ça va vraiment t'aider en fait à te sentir plus résilient, plus solide émotionnellement, plus ancré, et du coup tu vas pouvoir t'ouvrir émotionnellement, ouvrir ton cœur et te connecter à l'autre et prendre des risques parce que tu sais que même si jamais c'est pas la réponse que tu veux, c'est un non, c'est un rejet, toi t'as fait le travail pour soit l'accueillir sainement, soit si ça titille un peu, pour te remettre plus vite. Et ça, c'est très important, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de faire ce travail. Moi, c'est un travail que je fais depuis 10 ans et que j'ai pas fini,
mais je vois mes réactions aujourd'hui dans mon couple aujourd'hui, et ne serait-ce que dans mon couple il y a 2 ans, et dans mon couple il y a 5 ans, et dans mon couple il y a 7 ans, ça a absolument rien à voir. Ma résilience a complètement été transformée et complètement changée, et ça fait du bien à la relation, même si c'est loin d'être terminé, et même si c'est pas parfait. Troisième type d'engagement, l'engagement physique ou sexuel. Donc là, c'est ta capacité, ton aise, ta capacité à être tant dans le contact physique, dans le toucher, dans les câlins, et aussi dans le faire l'amour, dans la sexualité. Et en fait, ce qu'il faut, c'est vivre les choses à travers le corps. C'est super important en fait dans une belle relation. On a besoin de ce contact physique, on a besoin de faire l'amour, on a besoin de se sentir en sécurité quand on se prend dans les bras. C'est super important ça, quand tu prends ta chérie dans les bras, ou quand toi tu prends ton chéri dans tes bras, ou quand t'es pris dans les bras de l'autre, peu importe, c'est pas nécessairement l'homme qui va rassurer la femme, hein. Des fois c'est aussi la femme qui va rassurer l'homme, mais quand il y a ce moment-là où on est en contact physique, quand on se caresse, quand on se touche le corps, se sentir déjà en confiance, sentir comme c'est agréable, cette connexion, le confort de la douceur des peaux qui se touchent, etc. C'est fantastique de vivre ça et d'arriver à préserver ça malgré les années, malgré les tensions, malgré les choses qui sont compliquées dans le couple. Et c'est super important pour que ton couple y marche, hein. Une des raisons pour lesquelles les couples ne marchent plus, c'est quand ça va pas sexuellement. Et pour lier à l'engagement d'avant, au type d'engagement d'avant, en fait, souvent un problème autour de la sexualité, c'est un problème d'émotion et de communication. Les trois vont ensemble, hein. Et souvent on dit qu'il n'y a pas de bon sexe sans communication, et il n'y a pas de bonne communication sans bon sexe. Mais il y a aussi ce côté, la dimension émotionnelle, qui bien sûr touche à tout ça. Ici, je voulais peut-être t'encourager, si tu fais partie de ces personnes-là, ou si ton partenaire fait partie de ces personnes-là. On peut avoir pas mal de traumas autour du physique, hein, pour les gens qui ont été battus, pour les gens qui ont été abusés physiquement, que ce soit ça peut aller jusqu'au viol, mais bien sûr le viol, hein, ou d'autres choses. Mais des fois, on a vraiment du mal à être en sécurité quand l'autre nous touche. Et quand on est touché, même si notre chéri, même si notre partenaire, même si ça fait longtemps qu'on est en relation, etc., ça peut être compliqué. Même les parties intimes, hein, les hommes, le sexe, les fesses, l'anus pour les femmes, l'intérieur du vagin, etc., l'anus aussi, ça peut être des parties qui peuvent être très délicates à toucher, à rentrer en contact avec. On a beaucoup de honte, c'est pas nécessairement un trauma physique, hein, ça peut être juste une quantité de honte phénoménale autour de notre sexualité, autour de nos organes génitaux, nos seins, peu importe ce qui est érogène chez toi en fait. Et ça peut vraiment plomber ta sexualité, ton couple. Et je voulais simplement pointer qu'il y a beaucoup de thérapies efficaces aujourd'hui, hein, des thérapies plus cognitives, des thérapies qui passent par le corps, des choses plus ésotériques. Il y a beaucoup de choses qui marchent relativement bien, et c'est peut-être un travail important à faire en fait s'il y a un souci, si ta partenaire ou ton partenaire a un souci avec ça, ça va vraiment améliorer la qualité de votre relation, que l'autre ou que toi tu sois plus à l'aise avec ton corps, avec tes sensations, avec l'accès à ton corps, et que vous augmentiez la confiance aussi dans la relation. Ça, c'est vraiment cool. Le quatrième engagement, c'est l'engagement financier. Et comme j'en parlais il y a 2 secondes, en fait, il y a beaucoup de couples en fait qui se séparent à cause de l'argent. L'argent, c'est compliqué. Et moi, j'ai eu du mal. Hein, c'est quelque chose qui m'a intéressé pendant longtemps, les finances personnelles, l'investissement, comment je prépare ma retraite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui quand j'avais 30 ans, plutôt fin de ma vingtaine, pour être tranquille plus tard financièrement, etc. Et j'ai trouvé beaucoup de choses pour quoi faire pour moi, mais pour le couple, pas tant que ça. Et en fait, est-ce qu'il faut... Voilà, c'est quoi qui marche dans le couple? Est-ce qu'il faut faire 50-50? Est-ce que c'est au ratio de selon combien... Enfin, ouais, selon une proportion en fonction de ce que chacun gagne, etc., etc. Et j'ai pas trouvé beaucoup de réponses, on va dire. C'était pas si simple que je pensais. Il y a d'autres sujets qui étaient plus simples de trouver des réponses, sur lesquels il était plus simple de trouver des réponses. Et il faut se rendre compte que l'argent, ça crée beaucoup de tensions en fait. Alors, il y a plusieurs choses autour de l'argent que je voulais mentionner autour de l'engagement financier. C'est déjà, s'il n'y a pas une égalité, comment toi tu es à l'aise avec ça? Si c'est toi qui dois mettre plus ou toi qui dois mettre moins, entre guillemets, si vous ne faites pas 50-50. Si jamais ta partenaire perd son boulot, qu'il n'y a peut-être pas trop de chômage, si c'était entrepreneur, etc., comment tu es à l'aise avec... comment tu es à l'aise avec payer pour les deux, entre guillemets? Est-ce que tu vois ça comme chacun pour sa gueule, ou vous êtes à deux et puis l'argent qui rentre, c'est l'argent du couple en fait, peu importe qui gagne plus que l'autre, c'est l'argent du couple. Ça peut avoir le coup un peu de réfléchir à ta vision et te rendre compte les enjeux qu'il y a pour toi et l'engagement financier que tu es prêt à avoir, et éventuellement si ce que tu es prêt à avoir c'est pas ce que tu veux, comment changer ça, comment travailler pour avancer là-dessus.
et aussi réfléchir un peu à voir ce qui se passerait, ce qui se passe pour toi si tu penses à un gros engagement financier à deux, quoi. La maison, le prêt sur 40 ans ou 30 ans, la voiture éventuellement peut-être, créer quelque chose qui vous faire un enfant, éventuellement ça peut être aussi, hein, un aspect financier à faire un enfant. Et comment tu réagis si tu penses à faire un enfant, à acheter une maison à deux, etc., etc., quoi. Est-ce que tu te dis, bah, ouais, je sais pas, parce que peut-être qu'on va se séparer de façon, alors on se sépare, on fait autre chose, enfin, voilà, et un peu regarder ta relation vis-à-vis de ça, voir si t'es vraiment dans le couple, t'es vraiment dans l'équipe, bah, c'est pas grave, je suis avec cette personne, on partage, ou, voilà, je mets à proportion, je mets proportionnellement à ce que je peux amener, elle met proportionnellement à ce qu'elle peut amener, ça va, inversement, etc. Je trouve que c'est des choses qui sont intéressantes à regarder, parce que on n'est peut-être pas aligné avec ce qu'on aimerait vraiment, des fois. L'argent, c'est sensible, et là où je voulais en venir aussi, c'est que tout ce qui est les non-dits, les tensions, les malaises autour de l'argent, ça cause vraiment de la distance et de la frustration. Certaines personnes peuvent accumuler énormément d'amertume quand ils trouvent que c'est pas juste au niveau de l'argent. C'est quelque chose de très vicieux des fois l'argent dans le couple, hein, parce que c'est au premier abord ça a l'air ok, puis on se rend pas compte à quel point ça nous met mal. Ou à l'inverse, il y a des gens qui s'en foutent royalement, hein. Moi j'ai été surpris à quel point l'argent ça pouvait être important pour moi dans ma vie personnelle, dans mes choix de vie personnelle, mais à quel point je pouvais être généreux dans le couple alors que je me pensais moins généreux. Et c'est peut-être l'inverse pour certaines personnes. Des personnes qui se pensent généreux, qui sont là, ouais, moi je suis généreux dans le couple, puis qui se rendent compte qu'ils ne le sont pas. Et ça commence à évoluer avec le temps, etc., etc. Et donc c'est intéressant, c'est quelque chose qui est intéressant à observer. Donc voilà, c'était pour le quatrième engagement, donc l'engagement financier. Ensuite, le cinquième engagement, bah, c'est la famille. Donc là, c'est vraiment créer le foyer, avoir des enfants. Je l'ai mis un peu à part, celui-là, parce qu'il est très courant. Il y a beaucoup de couples qui se lancent dans la création de famille et qui se perdent en fait. Et soit qui restent ensemble et qui n'ont plus vraiment de relation de couple, soit qui se séparent et il faut élever les enfants en étant divorcés ou séparés. C'est compliqué, tout est compliqué en fait. Maintenir le couple c'est compliqué, rester ensemble alors qu'il n'y a plus vraiment d'amour, etc. c'est compliqué. Et, euh, et vivre séparés, bah, c'est compliqué aussi. Donc voilà, donc on va en parler un peu plus ensemble je sais pas, pour donner quelques clés, quelques pistes de réflexion, hein. C'est un podcast où je fais le tour de six choses relativement rapidement, donc il n'y a peut-être pas toute la profondeur qu'on peut y mettre, mais j'espère que ça peut te donner quelques pistes de réflexion, poser quelques pierres, et s'il y a besoin de plus, fais-le moi savoir en commentaire aussi, hein, à l'endroit où tu écoutes le podcast, sur graindecoeur.fr, tu trouves, c'est l'article en haut du blog, le podcast de la semaine, donc tu peux le trouver facilement. Alors moi je trouve que c'est avant tout un engagement qui est magnifique et à la hauteur de la beauté de cet engagement-là, de créer une famille, c'est très difficile. Parce que c'est un impact qui dure toute une vie en fait. Oui, il y a la grossesse, oui, il y a les années où l'enfant est petit, peut-être qu'il y en a plusieurs, donc c'est des périodes qui vont durer peut-être 10 ans. S'il y a 3 enfants qui sont un peu espacés, ça peut durer voilà, plus ou moins toujours un bébé ou toujours un petit dans les pattes pendant 10 piges, enfin voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout que ça a un impact aussi sur tout le reste de la vie, et ça a un impact aussi au niveau hormonal, au niveau plein de choses. Euh, voilà, c'est le premier point, c'est magnifique, c'est compliqué. Ensuite, c'est pour certaines personnes, alors c'est quelque chose, je pense ça vaut le coup d'y réfléchir en fait. Est-ce qu'on veut vraiment des enfants? Est-ce que tu veux vraiment des enfants? Parce qu'il y a un peu le côté du par défaut de la société, ce qu'on attend de nous, c'est la société, c'est nos parents, c'est un peu voilà, c'est ce qu'on fait quoi. Avec l'horloge biologique qui a tendance à pousser un peu les dames aussi, mesdames, vous avez peut-être un peu la pression vers la trentaine, quoi, 30-35 aussi. Moi, j'ai 36, je vois ça pas mal autour de moi. Euh, des amis, des gens que je connais qui, oui, qui n'ont pas eu d'enfants à 34, et là, c'est qu'est-ce que je fais, quoi? Est-ce que je change de partenaire? Est-ce que j'en trouve un? Est-ce que je fais des enfants toute seule? Est-ce que je prends un don? Enfin, voilà, c'est compliqué, quoi. C'est des choses qui sont compliquées. Et je pense que ça vaut le coup de vraiment peut-être prendre le temps de réfléchir de ce qu'on veut, comment on le veut, et ce qui est important pour nous, et quel type de famille on veut, quel type de couple on veut, etc. Moi, je vais y venir dans un instant. Parce qu'en fait, ça aura un impact sur la complicité, sur la sexualité, sur l'intimité du couple, qui est souvent majeur. Et j'ai mis dans mes notes trop souvent majeur, dans le sens où des fois, c'est déjà tellement compliqué d'apprendre à s'occuper d'un enfant, de bien faire le parenting, d'être le bon parent, et en plus avec tous ces changements, d'être le bon partenaire en fait, entre guillemets, qu'il faut à notre partenaire, rester ça. Et ça, c'est immensément compliqué de faire les deux. Souvent, des fois, il y a une reconversion professionnelle, il y a un boulot, il y a
Enfin, il y a plein d'autres responsabilités. On est aussi des enfants nous-mêmes, on a des parents, on a des frères et sœurs, on a des cousins, on est peut-être dans des associations, etc. Donc c'est vraiment compliqué. Et j'espère qu'en donnant des clés sur les articles, sur le podcast, ben, ça peut t'aider à maintenir tout ça malgré tes projets de vie, quels qu'ils soient, que ce soit des enfants ou autre chose. Donc moi, ce que je voulais souligner là-dedans, quand on s'engage dans la famille, bah oui, c'est important de s'engager vraiment et de créer le projet qu'on veut autour d'avoir les enfants et les éduquer de la manière qu'on veut, qu'ils grandissent dans l'environnement qu'on a envie. Mais il faut pas oublier son couple en fait. Et ma suggestion aujourd'hui, c'est de créer de co-créer à deux avec ton partenaire, ta partenaire, de co-créer une vision claire pour ce qui est les enfants, pour ce qui est la famille, le foyer et le couple. En fait, c'est trois dimensions différentes. En fait, il y a les enfants eux-mêmes, qu'est-ce qu'on veut pour eux. Il y a la famille, donc c'est les parents et les enfants ensemble, comment on vit la vie de tous les jours. Et en plus, il y a le couple. Et donc prendre le temps de réfléchir à ça. Si tu as déjà des enfants, si tu n'en as pas encore, si tu veux en avoir un peu, voir sur ces trois dimensions comment ça marche. Et une suggestion, alors ça vient de Tony Robbins, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un coach en dev perso américain. Pareil, c'est un peu la référence. Hein. Et attends, je vois qu'on m'appelle, ça me perturbe 2 secondes, mais c'est pas grave, ça va arrêter de sonner. Donc pour revenir, donc Tony Robbins, lui son conseil, c'est que le couple doit rester absolument la priorité numéro 1. Ça doit être devant les enfants. Et ça, je sais que pour beaucoup de gens, c'est difficile à accepter, c'est difficile à comprendre, c'est difficile à mettre en pratique. Et ce que j'aimerais aborder, sans en parler pendant des heures, c'est de comprendre qu'en fait, qu'en préservant l'amour dans le couple, en préservant l'amour dans le foyer, la tendresse, la communication, l'intimité, etc. Quand on a cette cohérence, en fait, on donne un exemple de relation saine à nos enfants, en fait. C'est-à-dire que tes enfants, on apprend à être en couple dans notre foyer. Si tu lis un peu de psychologie sur comment tu fais les relations aujourd'hui, ça a tout à voir avec les relations que tu as eues avec tes parents. C'est la psychologie plus ou moins vieille, plus ou moins moderne, parce que les deux se recoupent pas mal dessus, de ce que moi j'ai lu du moins. On apprend à avoir des relations en couple avec les autres selon l'atmosphère de notre foyer. Donc si notre foyer c'est une atmosphère sans amour, sans tendresse, sans mots doux, sans compliments, sans passion, sans fougue, que les enfants ils grandissent dans un endroit qui est assez plat, où les parents, bah voilà, ils aiment, il y a de l'amour pour les enfants, etc. Mais il n'y a pas cette passion dans le couple, en fait. Ils vont apprendre que c'est ça, le couple. Et la question qui peut être difficile à poser, qui peut être difficile à entendre, c'est qu'est-ce que tu veux que tes enfants apprennent de ton couple, en fait, de ta relation? Quelle relation tu veux créer pour que tes enfants apprennent de ça? Comment tu veux qu'eux, ils fassent leur relation plus tard? Et ça, c'est une question qui peut être compliquée à entendre, parce que je sais que c'est très compliqué de faire le couple et d'avoir des enfants. Je jette la pierre à personne, je veux juste le poser pour que tu te rendes compte de l'importance de ton couple, malgré les enfants, malgré l'envie de faire une famille, et si jamais tu n'as pas encore fait de famille, et ben d'apprendre, de faire des efforts en allant dans ce sens-là. Pas tout le monde y arrivera, pas tout le monde réussira, c'est ok. On a tous grandi dans des foyers différents, avec des parents plus ou moins aimants, des parents divorcés. Moi, mes parents, ils ont divorcé, j'étais petit, j'avais, je sais plus, 8 ans ou 10 ans, et voilà, ça a causé des problèmes, entre guillemets, j'ai appris à les régler. J'ai travaillé en thérapie, je travaille en coaching, je travaille en dev perso, j'ai avancé sur mon chemin, je les ai réglés. C'est pas grave de pas y arriver en soi, mais ça peut être intéressant quand même de réfléchir à ce qu'on veut, comment on veut le faire et d'essayer. Et enfin, le dernier engagement, donc l'engagement numéro 6, là c'est les projets de vie. Donc la famille, ça va pu rentrer là-dedans, créer un foyer, avoir des enfants. Mais là, on va parler plus dans les projets de vie, dans la réalisation de nos propres rêves, d'accompagner l'autre dans la création de son projet ou dans la réalisation de ses propres rêves à lui, ou de co-créer à deux. En fait, il y a les trois dimensions. Il y a moi ce que je veux, ce que l'autre veut et ce qu'on veut faire ensemble, ce qui est différent. C'est important de soutenir l'autre dans ce qui est vraiment important pour lui, en fait. Ça fait beaucoup d'important, mais voilà, tu m'as compris. Et c'est un engagement qui est super important, encore une fois, qui est crucial en fait pour les relations qui durent. Car ça va permettre de sentir épanoui, qu'on ait une vie qui nous remplisse, qu'on se sente bien dans notre vie en fait. Si on réalise nos rêves et nos projets de vie, ça vraiment on se sent bien, et en plus si on arrive à les créer à deux, à les partager à deux, etc., ça peut être une colle, on va dire, une glue fantastique pour le couple. Je vais y arriver. Et il y a des couples qui vont avoir du mal en fait à vivre
à vivre les projets tout simplement. Et c'est un peu comme les enfants en fait, parce que des fois c'est des rêves ou des passions, et c'est aussi un échappatoire à la réalité, c'est aussi une manière d'être déconnecté, c'est aussi une manière de ne pas se tourner vers la relation, c'est aussi une manière de satisfaire ses besoins hors du couple et trop souvent, etc. etc. Donc ça peut être, comme beaucoup de choses, ça peut être à double tranchant, il faut trouver le bon équilibre. Il y a des couples qui ont du mal à vivre à créer certains projets à deux. Là, ils vont peut-être faire une famille, mais ils ne vont pas arriver à travailler ensemble. D'autres, c'est l'inverse, ils vont arriver à travailler ensemble, mais ils n'auront pas envie de faire une famille. C'est un peu, voilà, c'est un peu chacun. C'est pas, c'est à toi de créer ton propre couple. Hein. C'est un peu le slogan du blog et du podcast, c'est créer la relation qui te correspond entre guillemets. Et ça dépend de toi, de ta partenaire, de ton partenaire, de ce que tu veux dans ta vie, quoi. Mais il faut comprendre que ça peut être des fois aussi une sorte d'échappatoire et une sorte de quelque chose qui peut être compliqué à faire. Et comme je disais, du coup, ça peut l'impact, c'est un peu comme les enfants, entre guillemets, hein, ça peut être une perte de proximité, de complicité, d'intimité émotionnelle et sexuelle, et un peu la mort du couple, mais on garde une équipe dans la vie parce qu'on a un projet en commun, et ça peut être très beau aussi, et certaines personnes satisferont de ça aussi. Encore une fois, il n'y a pas de jugement dans ce qui est mieux, ce qui est moins bien, etc. On sait que n'empêche que des problèmes autour de l'argent, de la sexualité ou des projets de vie, ça brise des couples. Et donc c'est des choses qui, si elles sont importantes pour toi, ça vaut le coup d'apprendre à bien faire. Et c'est tout l'objet de ce qu'on voit ensemble et ce qu'on essaie d'apprendre ensemble. Donc aujourd'hui, on a vu l'engagement sous différentes formes, sous 6 différentes formes, pour te permettre de mieux comprendre là où tu as éventuellement peur de t'engager et peut-être commencer à avoir quelques clés aussi pour savoir quoi faire pour t'engager, pour régler ces problèmes-là, entre guillemets, ou pour arriver à cheminer dans cette direction-là, en fait. Et j'espère que cet outil va t'aider à co-créer des relations un peu plus harmonieuses et saines, dans le sens où tu vas comprendre tes schémas, tu vas comprendre ce qui se joue pour toi, là où tu as peur de t'engager, tu vas peut-être avoir un peu plus de compréhension, un peu plus de conscience. Ok, là, l'argent, j'ai du mal à ce niveau-là. Là, émotionnellement, c'est dur. Je suis encore blessé de la tromperie d'avant. J'ai vraiment du mal. Faut que je travaille, quoi. Faut que ça avance là-dessus. Et encore une fois, il y a plein de modalités pour avancer si tu as des blessures, si tu as des problèmes. Mais c'est essentiel, en fait. Si tu veux aller vers le couple, que ce soit le couple exclusif, le polyamour, si tu veux vraiment créer des relations engagées, voilà, je l'ai dit, hein, pour créer des relations engagées, il faut s'engager. Donc, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Il faut travailler ta capacité à t'engager. C'est quelque chose qui se travaille, encore une fois, en cultivant l'amour de soi, en cultivant tout ça. Et je l'en ai parlé un peu au début, mais je voulais le remettre dans la conclusion. C'est se engager au niveau où on s'est déjà engagé, c'est souvent relativement facile, sauf quand ça s'est très mal passé. Et ça peut être intéressant de prendre un moment pour regarder si on... Je sais pas si on a déjà vécu à deux plusieurs fois et qu'on a du mal à le revivre avec une autre personne en se disant tiens, j'ai plus trop envie de ça, etc. De se rendre compte de ce qui s'est mal passé en fait. Plutôt que de rester sur le j'ai plus envie de vivre avec quelqu'un d'autre, c'est de prendre le temps pour comprendre pourquoi on n'a plus envie de vivre avec quelqu'un d'autre. Est-ce que ça s'applique à cette relation-là? Est-ce que ça s'applique à cette personne-là? Qu'est-ce que je peux faire pour vérifier que cette personne-là ne va pas créer les mêmes dynamiques que mes ex dans ma vie, etc. Comment moi je préserve ma routine, mon quotidien, mon indépendance, entre guillemets, les choses qui sont importantes pour moi, tout en invitant à vivre à deux, ce qui a des avantages de la vie à deux aussi, ou éventuellement vivre séparément et à côté. Enfin, il y a d'autres alternatives, mais c'est un exemple comme un autre. Mais ça peut être une bonne manière de se rendre compte, d'aller voir ce qui pique, ce qui fait mal, ce qui est blessé, ce qui saigne encore, en fait. Si tu n'arrives plus à t'engager dans quelque chose que tu as déjà fait, et bien sûr, si tu n'arrives pas à t'engager dans quelque chose que tu n'as jamais fait, qui te fait peur, est-ce que tu penses que c'est pas le bon partenaire? Est-ce que tu as des blessures? Est-ce que tu as des insécurités, des croyances limitantes? Voilà, donc je voulais aussi savoir, est-ce que cet épisode, du coup, t'aide mieux à comprendre l'engagement, cette notion de s'engager en relation? Est-ce que c'est un peu plus clair pour toi? Est-ce que ça t'a aidé de voir ces 6 différents types d'engagement? Encore une fois, fais-le moi savoir en commentaire, que ce soit sur les plateformes de podcast ou le blog. Avant qu'on se quitte, j'aimerais t'inviter à me laisser un commentaire ou à me laisser une note sur Spotify, sur iTunes, peu importe, Deezer, la plateforme où tu écoutes le podcast, ou sur le blog. Juste mettre une petite note ou un commentaire selon ce qui est possible. Ça permet aux gens de découvrir le blog parce qu'il sera plus mis en avant. Il y a des systèmes selon le nombre d'écoutes et selon le nombre, les notes, les commentaires, les machins, il y a un système de classement. Et plus tu es haut classé, plus les gens te
te trouve facilement. Et si tu trouves que le blog, le podcast, il te sert, il est utile, voilà, aide-moi et ce sera, je prendrai ton aide volontiers. Et si tu as des feedbacks aussi, s'il y a des choses qui te vont pas, que tu veux que j'améliore, c'est aussi intéressant. Je voulais préciser que moi je fais de l'accompagnement en coaching. Donc si jamais tu as des soucis dans ton couple, de ce qu'on a vu aujourd'hui ou d'autres choses, il suffit d'aller sur graindecoeur.fr, il y a un formulaire de contact, de m'expliquer un peu ce qui se passe rapidement, de me dire voilà ce que tu aimerais, sur quoi tu aimerais avancer, etc. Puis on aura quelques échanges pour voir si travailler ensemble ça fait du sens. Moi je recherche des personnes pour vraiment un accompagnement, je cherche pas à faire une séance de crise, on va dire. C'est pas ce que je propose, c'est plus un accompagnement si tu veux travailler sur un problème de fond, si tu veux changer, je sais pas, les habitudes de ton couple, la communication, des choses autour de la sexualité, etc. Qui a un travail plus de moyen, même ça peut être court terme sur quelques semaines, quelques mois, mais voilà, sur plusieurs séances, au moins 5-6 séances, voire plus, pour vraiment t'accompagner et vraiment que tu aies un impact sur ton couple et que ça te fasse changer, en fait. Pas juste gérer une petite crise maintenant, il y a d'autres personnes qui font ça mieux que moi, en fait. Donc j'aimerais t'accompagner pour vraiment changer des choses en profondeur, qui durent et qui s'implémentent dans ton couple sur la durée. Et enfin, sur graindecoeur.fr, toujours, tu peux laisser ton prénom et ton email, et en échange, tu recevras ton e-book, un e-book que je t'offre, qui te donne 5 outils sur la communication pour vraiment faire avancer ta communication rapidement, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est des outils assez pratiques, assez concrets, que tu peux appliquer rapidement, des petites prises de conscience qui sont importantes, mais qui peuvent changer beaucoup de choses, pour que derrière la dynamique dans ton couple, elle commence à changer, elle commence à prendre une autre direction, surtout en toi. Comme c'est toi qui changes, c'est ton couple qui changera derrière. Il ne faut pas chercher à changer le couple ou l'autre, il faut chercher à changer toi et tu vas ramener ça dans le couple. Donc l'e-book il est gratuit et en plus quand tu télécharges l'e-book, tu es inscrit à la newsletter, donc tu auras des emails. J'en envoie pas beaucoup, j'en envoie entre 1 et 4 par mois maximum. Il y a quelques emails que tu vas recevoir quand tu rejoins la newsletter qui sont une séquence automatique pour te présenter le podcast si tu viens du blog, ou l'inverse, le blog si tu viens du podcast, un peu qui je suis pour qu'on apprenne à se connaître. Mais après, des emails que moi je t'envoie personnellement, il y en aura entre 1 et 3 par mois à peu près, quoi. Selon les périodes, selon ce que j'ai à partager, selon ce qui se passe dans ma vie aussi. Et c'est tout pour aujourd'hui, je te remercie pour ton écoute, je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs, sur le podcast ou sur le blog. Belle journée à toi, salut!